Cette semaine au salon, on vous donne encore une fois rendez-vous dans un nouveau lieu, mais cette fois-ci en compagnie de Cleveland. Il s'est fait connaître sur les réseaux en 2016, grâce à ses vidéos humoristiques basées sur ses galères quotidiennes et sur le comportement des femmes en amour. Devenu influenceur, créateur de contenu multiplateforme, comédien et humoriste, Cleveland a su s'imposer dans le cœur des femmes antillaises et métropolitaines grâce à sa bienveillance et les conseils en amour qu'il donne par le biais de l'humour. Dans cet épisode, coiffé par le talentueux Desmond Hare, Cleveland revient sur l'ensemble de son parcours, son homosexualité, le personnage de Tania et ses espérances futures. Allez, installe-toi confortablement, abonne-toi et abonnez-vous car vous êtes encore trop peu, prends ton peigne et c'est parti. J'ai choisi cette perruque parce que pour moi déjà, chaque perruque c'est une situation. Donc celle-ci déjà parce qu'en hiver elle est top parce que je peux mettre une robe, un décolleté et elle va me tenir chaud. Et puis c'est une perruque que j'utilise souvent dans mes shows aussi pour faire plus femme fatale. Voilà, quand j'ai vraiment envie d'impressionner, je prends celle-ci. Oi Cleveland, je le dis bien ou pas? Oui, ça va, oui. Donc t'as 28 ans? Non, s'il te plaît, ne me vieillis pas encore. J'aurai 28 ans cet été, oui. Tu vis à Paris. Tu es guyanais et brésilien. Tout à fait. Tu es influenceur, créateur de contenu sur quasi tous les réseaux. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Oui, voilà, oui, tu as pratiquement tout donné, oui. Tu es comédien, humoriste et une oreille attentive. On va dire ça, oui. On te voit et on te connaît beaucoup, principalement à travers ton alter ego Tania. Mais si tu nous permets, on aimerait aussi en savoir un peu plus sur Cleveland. Et tout ça, en fait, en revenant sur ton parcours le temps d'une coiffure. Pas de problème, on y va. Comme je le dis tout le temps, moi je pense que c'est l'enfance et l'environnement social dans lequel on évolue qui nous façonne et nous forge. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, de ton adolescence et des souvenirs que tu en gardes? Ce que moi je garde comme souvenir, c'est que j'ai grandi qu'avec des femmes. Donc j'ai pas eu de présence masculine. Donc on va dire j'ai grandi avec ma mère, mes tantes et surtout ma grand-mère. Donc pas mal de choses que j'ai appris, par exemple cuisiner ou être assez débrouillard. C'est surtout par rapport à ma grand-mère parce que ma mère travaillait énormément. Ma mère n'était plus avec mon père. Après ma mère a refait sa vie, mais elle nous a jamais imposé de beau-père. Et avec mes tantes, c'était pareil. Et ma grand-mère, pareil. Je pense que ça a beaucoup joué sur mon éducation parce que, bon, on va pas se mentir, la façon dont pense une femme et la façon dont pense un homme sont deux choses totalement différentes. Et je pense que ça a beaucoup influencé sur la personne que je suis aujourd'hui. Dans l'une de tes premières vidéos YouTube, que tu as nommé Je suis gay, tu reviens un peu sur ton parcours. On sait que la vie d'un homosexuel n'est pas souvent facile, et surtout en Outre-mer. Tu évoques un peu ton enfance et les brimades que tu as subies à cause de ton homosexualité. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? Alors, c'était assez compliqué parce que quand j'étais au collège, surtout, au collège où on a l'âge bête, on va dire, j'étais assez efféminé, beaucoup plus efféminé que maintenant. Je traînais essentiellement avec des filles, j'avais pas d'amis garçons, de toute façon les garçons ne voulaient pas être amis avec moi parce que j'étais pas assez masculin pour eux, donc que ça soit dans les groupes de sport ou dans les groupes pour un exposé ou autre, c'était essentiellement, j'étais vraiment entouré de filles. Et aussi j'avais des amitiés beaucoup plus facilement avec des filles, vu que j'avais grandi aussi qu'avec des femmes. Donc, on va dire à la récréation, quand je passais dans certains couloirs ou devant certaines salles de classe, tout de suite ça m'insultait, donc ça etc. Oui, tu marches comme une fille, tu parles comme une fille, etc. Donc c'était comme ça en permanence. Voilà, à longueur de journée, c'était comme ça. Dans cette même vidéo, tu as également dit... On me demande souvent, est-ce que je suis gay? Donc oui, je suis gay, je n'ai aucun problème avec ça. J'assume totalement mon homosexualité, j'ai pas de problème avec ma sexualité, enfin voilà, je suis en paix avec moi-même. Avec tout ce que tu viens d'évoquer, comment tu as réussi à assumer ton homosexualité? Donc, on va dire de base, j'ai pas grandi en étant famille. Donc pour m'assumer, c'était un peu plus facile. Donc on va dire si je me mettais des gens à dos, c'était ma mère, mes tantes, ma grand-mère. Mais voilà, et moi à un moment donné, j'avais plus envie de me cacher. Et puis, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi, j'ai besoin de vivre librement et tout le temps devoir se cacher, devoir
Quand on arrive quelque part, les gens, tu as à peine arrivé, tu connais pas les gens font déjà des remarques sur ta personnalité. Ah mais oui, lui il est gay, lui il est ceci. Et les gens commencent à se poser des questions. Donc moi je voulais arrêter, donc dire oui, je le suis. Et voilà, les gens qui sont contents, ils sont contents. Les gens qui sont pas contents, c'est pareil. Donc moi c'était plutôt pour avoir la liberté. Parce qu'après quand tu assumes, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? Tu vois, on va te critiquer, mais ça, tu le sais déjà. Tu as déjà dit que tu es gay. Sur quoi on va te tacler, sur quoi on va te toucher. Donc, c'était plutôt pour ça, pour avoir la paix. Et cette mentalité-là et ce discours-là, tu as réussi à le construire seul ou tu as été accompagné de personnes qui, comme toi, étaient homosexuelles et qui t'ont aidé? Alors, au début, c'est vrai que j'avais pas forcément de repères parce que moi, l'homosexualité, j'y connaissais rien du tout. Il n'y avait pas autant d'informations comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'y avait pas de réseau à part peut-être Facebook ou il n'y avait pas ou MSN, mais il n'y avait pas forcément d'informations dessus. Par exemple, à l'école, la psychologue ou autre, il n'y avait pas d'informations vraiment dessus. Ils en parlaient, mais c'était très peu. Donc, c'est surtout des amis, donc plus âgés à l'époque que j'ai eu, qui m'ont tout de suite dit oui, nous aussi, on est comme toi, donc on va t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Mais eux, ils étaient déjà grands, ils avaient peut-être 25 ans à l'époque. Donc, ils m'ont guidé un peu et ils m'ont expliqué un peu leur parcours. Et quand ils m'ont expliqué leur parcours, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas attendre de faire tout ça. Par exemple, eux, ils me disaient qu'ils ne me disaient rien jusqu'à arriver à Paris, du coup en métropole, pour faire leurs études. Et c'est qu'à Paris seulement, ils pouvaient vivre leur vie. Et même pour certains, ils disaient qu'ils ne s'assumaient même pas encore auprès de leur famille. C'était vraiment, la métropole en tout cas, c'était genre la liberté pour eux, arriver ici. Parce que c'était plus grand, ils étaient loin de la famille, etc. Et moi, je me suis dit, non, je ne vais pas attendre tout ça pour être libre. Hein. Non, on va le faire tout de suite. Avec tout le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Cleveland de l'époque ou à une petite fille ou un petit garçon qui a été confronté à ce que tu as vécu? De s'affirmer. Franchement, de ne pas hésiter à s'affirmer, de ne pas se laisser intimider parce qu'au final, en fait, on se laisse intimider parce que c'est un effet de groupe, parce que c'est pas une personne qui te le dit, c'est plusieurs personnes. Donc, automatiquement, tu te laisses intimider, mais de ne pas se laisser faire, de continuer à s'affirmer. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit pas mal d'homos qui ont une très forte personnalité. Même certains pourraient les appeler folles, on va dire. On entend souvent ce terme qui est au final péjoratif. Mais moi, je pense que d'un côté, c'est pour qu'on les laisse tranquilles. D'accord? Parce que j'ai remarqué que quand on a une forte personnalité, peu importe qui tu peux être, on ne va pas venir te dire tout et n'importe quoi comme ça. Parce que je connais des homos qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais qui ont une plus forte personnalité. Et eux, voilà, même si eux, ils ont déjà eu des situations assez délicates, ils se sont déjà battus ou autres, mais c'est des gens qu'on n'embête pas aussi facilement que moi. Alors que moi, à l'époque, je ne disais rien. Parce que je me disais, mais si je dis quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? On va me tabasser ou autre. Et aussi, je fais le collège et lycée qui était, on va dire, une zone prioritaire, donc où ils tabassaient très vite les gens. Donc du coup, bon. Du coup, en septembre 2015, toi, tu quittes la Guyane pour venir t'installer en région parisienne. Oui. Qu'est-ce qui te pousse à venir et ne me dis pas que ce sont les études? Non, vraiment, j'avais besoin de changer d'air. J'avais besoin de changer d'air, je m'y plaisais plus en Guyane. Et c'est surtout que j'avais rencontré un mec. Et j'avais grave kiffé, sauf que lui, il vivait à Paris. Mais après, chacun a fait sa vie. Et on va dire que quand on s'était laissé, on s'était dit qu'on ne pouvait pas se mettre ensemble par rapport à la distance. Donc moi, j'avais déjà envie de quitter la Guyane depuis un moment. Je me suis dit, bon, je vais profiter pour quitter et puis pour voir ce que ça donne, quoi. Mais j'avais besoin de changer d'air, clairement. Donc, tu as prétexté les études? Alors non, j'ai quand même... En fait, de base, je voulais être prof de portugais. Dans tous les cas, ces études-là, il n'y avait pas en Guyane. Il n'y avait pas de licence de portugais. Et donc, du coup, je pouvais partir. Donc, du coup, par rapport à la DOM, il pouvait me faire partir pour pouvoir faire les études ici. Donc, du coup, j'ai tout arrangé pour.
D'une pierre deux coups. Oui, voilà. Donc, comme beaucoup, tu vas arriver tout seul ici. Et on sait que l'adaptation, c'est pas facile. C'était vraiment une catastrophe. Moi, je n'étais jamais venu à Paris. Donc, jamais. J'avais des potes qui habitaient ici. Donc, c'est eux qui m'ont aidé au départ. Mais cette histoire de métro, RER, moi, je connaissais rien du tout. Donc, je me rappelle encore, je rappelle ma mère peut-être un mois après. Je dis à ma mère, en fait, j'aime pas. Elle me dit, mais tu as toujours voulu partir. En gros, maintenant, il faut rester, en fait. Et je lui dis, mais non, j'aime pas. Et au final, je pense que c'est parce que je galérais tellement que je me suis dit, en fait, parce qu'ici, quand on est tout seul, on est tout seul. Il n'y a pas ton pote qui va venir. Si ton pote, il habite à Corbeil-Essonnes, toi, tu habites autre part, et ton pote, il va dire, en fait, je t'aime bien, mais non. Donc, c'est différent par rapport en Guyane et sûrement aux Antilles où il y a des gens sur qui tu peux compter rapidement. J'ai l'impression qu'à Paris, ça forge. Tu es tout seul en fait. Et comment tu as survécu? Non, mais après, ça, c'était les premiers mois. Aussi, la fac, c'était super compliqué parce que j'étais le premier de la classe en portugais parce que je suis bilingue, du coup, en Guyane. Quand j'arrive ici, mon premier devoir, j'ai 0. Donc, je me pose tout un tas de questions. Je galère financièrement. Je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais ça, c'était les premiers mois, donc je vais dire le temps d'adaptation. Et après, c'était mon premier hiver aussi. Enfin, voilà, mais j'ai kiffé au final. J'ai grave kiffé. Et du coup, en 2016, c'est l'apogée un peu de Snapchat. Ouais. Et toi, tu commences à snapper un peu comme tout le monde. Donc, tu postes un peu des vidéos dans lesquelles un peu tu racontes ton parcours, ton quotidien, tes galères. Est-ce que c'était dans le but de faire rire ou c'était juste... Au départ, non. Alors, en fait, la première vidéo que j'ai postée qui a été sur, du coup, Facebook, je me rappelle, ça, c'était parce qu'on m'avait déjà motivé. Mes potes que j'avais sur Snap à l'époque m'avaient dit, écoute, tu devrais faire des chroniques ou des vidéos drôles parce que c'est vraiment drôle. Mais de base, je racontais mes galères. Par exemple, je me trompais de bus mais des trucs, mais vraiment des trucs qui arrivent mais quand on n'est jamais venu. C'est ça, les démarches administratives. Par exemple, j'ai changé de logement parce que de base, j'étais en colocation. Un mois après, j'ai changé parce qu'au final, je me suis rendu compte que la CAF, les APL ne me donnaient pas assez. Et je me suis dit, pour survivre avec la bourse, je ne peux pas avoir un loyer aussi élevé. Donc, du coup, j'ai déménagé. Donc, pas mal de petites galères comme ça qu'au final, comme j'avais pas grand monde, et on va dire, même si j'avais des potes ici, ils ne vont pas venir me voir tous les jours. Hein. Donc, on va dire que Snap était mon seul... on va dire, mon public, quoi. Mes potes, je racontais, quoi. Je pouvais me livrer. Tes vidéos, elles vont commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Tu parlais de Facebook. Oui. Tu vas faire pas mal de vues, tu as suscité pas mal d'engagement et de partage. Exactement. On va dire que la première vidéo que j'ai postée sur Facebook, en 24 heures, elle a fait 10 000 vues. Donc, du coup, pour moi, à l'époque, c'était énorme parce que j'avais pas de page Facebook, c'était mon compte. Il y avait plus de 250 commentaires, des partages. Et donc, du coup, automatiquement, pour moi, à ce moment-là, c'est juste énorme ce qui est en train de se passer. Et aussi, je crois que j'avais mis mon compte Snap. J'avais pas mal d'ajouts. Donc, suite à ça, j'ai continué à faire des vidéos donc sur des thèmes qui parleraient aux gens. Les gens continuaient à suivre. Donc, je faisais surtout sur Snap. Et après, j'exportais. Je faisais un petit montage... Enfin, juste, je compile, je faisais pas de montage, je compilais les vidéos, je rassemblais tout et je mettais sur Facebook. Donc, c'était comme ça et ça a commencé à augmenter les vues, les ajouts. Mais j'étais sur ces deux plateformes-là au départ. Donc, pas du tout Instagram, YouTube, non. Les choses, elles sont allées relativement vite pour toi. Du coup, tu as pris beaucoup de vues sur Facebook, comme tu disais, beaucoup d'ajouts. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu as envisagé d'en faire une carrière, en fait, tout simplement? Non, pas du tout. Pour moi, ça allait rester sur Internet, un loisir comme ça, juste faire des vidéos, comme beaucoup de gens qui font des vidéos, mais ce n'est pas forcément leur métier ou n'ont pas forcément de carrière. Pour moi, c'était clairement juste comme ça, pour le plaisir, sauf que j'ai commencé en octobre. En janvier, on m'a proposé de faire de la scène.
Donc, automatiquement, enfin, au début, je voulais pas, mais après, j'ai accepté parce que la filière dans laquelle j'étais, il y avait pas mal d'exposés, de dossiers, de trucs à l'oral à présenter. Et je me suis dit, bon, ça va m'aider pour l'école et surtout pour la vie de tous les jours parce que savoir s'exprimer, parler en public, se présenter, c'est super important aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai accepté la scène, au début en tout cas. En parallèle de tes débuts également sur scène, en fait, à partir de ce même moment-là, je dirais fin 2016, début 2017, tu vas donner naissance à Tania. Donc Tania, c'est ton alter ego féminin. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ce personnage? On m'avait demandé de faire une promo pour une soirée. Il manquait du monde. Ils m'ont dit oui, il manque une meuf. Et j'ai dit, ben, je peux faire la meuf. Enfin, je peux proposer un personnage. Et ils m'ont dit, bon, ok, on va essayer, pourquoi pas. Donc, j'avais quelques jours pour trouver une perruque, certains habits et tout. Et voilà. Après, il faut savoir que bon, j'ai toujours su marcher en talons. J'ai pas appris comme ça du jour au lendemain. Vu que j'ai grandi qu'avec des femmes, donc du coup, en plus des femmes brésiliennes et tout, donc au Brésil, on sait que les talons, c'est quelque chose, c'est de chez eux. Donc j'ai toujours su marcher avec des talons. Et ben, je proposais le personnage. Et tout de suite après, il y avait le carnaval de Montpellier. Et j'ai emmené le personnage au carnaval de Montpellier. Et après, ben, comme je suis hyper actif sur les réseaux, j'avais déjà montré le personnage plusieurs fois sur les réseaux. J'avais déjà donné un prénom. Donc et c'est resté. Et quand je suis arrivé à Montpellier, tout le monde déjà me connaissait, enfin savait que c'était Tania, faisait des photos, appelait Tania par-ci, Tania par-là, et voilà. Et après, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai fait que m'occuper du personnage, en tout cas. Donc Tania est restée, c'est devenu un monstre de féminité, On a découvert un peu son grand cœur, mais on a découvert aussi qu'elle se laissait pas marcher dessus. Et comme tu viens de l'évoquer, toi, tu as grandi qu'avec des femmes. Et je me demandais si c'est pas ces mêmes femmes qui t'avaient élevé, qui t'avaient inspiré pour créer le personnage de Tania. En fait, on va dire oui, ce sont ces femmes, parce qu'après, j'ai entouré de femmes à fort caractère. Hein, ma mère, mes tantes, ma grand-mère, vraiment des femmes à fort caractère. Donc, on va dire que j'ai réuni tous ces caractères-là. Quand tu lui envoies pas de message, d'accord? Ma fille, tu vois pas que cette relation existe uniquement dans ta tête? Mais c'est surtout, j'ai voulu donner une personnalité au personnage que moi, j'ai pas eu à un moment de ma vie, que ma famille n'a pas eu à un moment aussi. Donc, du coup, réunir, on va dire, toutes ces personnalités pour créer le personnage. Vu qu'au final, c'est moi qui travaille le personnage, c'est moi qui le crée. Donc, oui, on va dire, c'est pas mal de personnalités ensemble. C'est assez fort ce que tu viens de dire, parce que ça veut dire que le personnage de Tania, du coup, pour toi, il a une vraie portée psychologique. Tu as dit que c'était, du coup, la personne que tu n'avais pas eu le courage d'être, que les femmes de ta famille n'ont pas eu le courage d'être. Tu parlais de quelle situation? Par exemple, dans des situations avec les hommes, ou parce que vu que j'ai grandi avec des femmes, donc il y a pas mal de choses que j'ai pu voir, notamment par exemple la fidélité, ou même même si les femmes de ma famille ont eu d'assez forts caractères, tout le monde s'est déjà fait, toute femme en tout cas s'est déjà fait avoir par un homme à un moment donné dans sa vie. Donc du coup, elles sont passées quand même par certaines situations. Ou même, j'ai été très proche de filles quand j'étais au lycée ou au collège qui, elles, parfois passaient par certaines situations. Et donc du coup, tout ça, on va dire l'environnement dans lequel j'ai évolué m'a permis de donner un caractère au personnage qui, en fait, qui effraie un peu la gente masculine, mais qui au final, soit certaines femmes vont se retrouver, ou soit elles vont se dire, punaise, j'aurais aimé être comme elle, ou j'aurais aimé avoir un caractère comme elle, en fait. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Quand je vois les retours que j'ai, la plupart des filles, elles disent, soit j'aurais aimé avoir une copine comme Tania, ou soit je veux être comme elle, ou je suis comme elle. Au final, ça m'aide parce que je suis pas si folle que ça. Je me rends compte que c'est pas que moi qui réfléchis comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux dire et faire en tant que Tania que tu ne peux pas faire en tant que Cleveland? Il me reste de la timidité, on va dire, mais je suis de base quelqu'un de très réservé. Et au final, avoir créé le personnage m'a permis d'être un peu plus, on va dire, autoritaire, extravagant. Ça m'a aidé à m'affirmer un peu plus. Et je ne sais pas si j'avais pas eu le personnage, si j'aurais pu m'affirmer autant. Par exemple, quand les gens me croisent dans la rue, juste en Cleveland, ils me disent « Mais t'as l'air plutôt
tranquille, calme. Et quand ils me voient en Tania, ben en fait, je pense, ne serait-ce que le fait de se travestir, déjà, je pense que ça impose. Ça impressionne les gens quand j'arrive. Donc, du coup, ils ont une autre approche que quand je suis directement, enfin, quand je suis en mec, ben, je veux dire, bon, c'est un petit mec, en plus, je suis petit de taille et tout. Mais quand je suis en Tania, il y a les talents, il y a la coiffure et puis je mets des tenues sexy. Donc, du coup, je pense que déjà, tout ça apporte un look, un certain look, ça impressionne déjà pas mal les gens. Et c'est autre chose. Je peux pas m'empêcher de repenser à tes débuts sur les réseaux et j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et du coup un après Tania. Faut pas comprendre. Est-ce que vous prend place gâteau au fond rien? Je m'explique. Avant Tania, certes, tu donnais des conseils aux femmes, tu parlais des relations hommes-femmes avec beaucoup d'humour. Tu parlais de ça en français et avec du créole, beaucoup plus du créole. Et j'ai l'impression que dès que Tania elle a fait son apparition, tu as commencé à beaucoup plus parler français et même de manière plus générale à t'ouvrir à beaucoup plus de femmes. Et c'est comme ça un peu que tu as élargi ta communauté. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est ça. C'est ça, c'est que parfois il y a des gens des Antilles-Guyanais qui me reprochent un peu de ne plus avoir de créole dans mes stories, par exemple. Mais bon, ils retrouvent parfois ce créole quand je vais faire un spectacle là-bas ou une représentation. Voilà, j'intègre un peu plus de créole. Par exemple, ici, dans un spectacle à Paris, je ne vais pas intégrer de créole. Donc, j'ai voulu vraiment élargir ma communauté parce que je me suis dit, au final, le thème que j'aborde, c'est un thème qui parle à tout le monde. Donc, on va dire c'est universel. Donc, pourquoi pas toucher beaucoup plus de monde parce qu'au final, le contenu que j'apporte peut plaire. Donc, du coup, pour qu'il puisse être compréhensible de tous, vaut mieux l'adapter en français. Mais j'essaie toujours de trouver une tournure qui plaît, assez drôle. Voilà, ça sera pas comme le créole parce que après, voilà, comme la langue de chez nous, il y a certains mots qui sonnent pas pareil. Mais voilà, j'essaie toujours de trouver une tournure. On est dans un salon de coiffure, donc on ne pouvait pas ne pas parler du cheveu. Et on va en profiter pour en parler sous deux prismes. Le premier, celui de Cleveland, et le deuxième, celui de Tania. Cleveland, et je précise délibérément en tant qu'homme, vu que tu es le premier qu'on reçoit, quel rapport t'entretiens avec tes cheveux? Je pense que j'achète moins de produits, mais après, je coupe mes cheveux, on va dire, presque toutes les semaines. Donc, on va dire c'est un entretien quand même. Après, bon, comme ils sont courts, c'est plutôt les cheveux pour faire les waves, on va dire le durag, les trucs, le shampoing, les trucs comme ça, la brosse. Mais après, ça, c'est des produits qui durent, on va dire, 2-3 mois. Mais c'est surtout aller chez le coiffeur régulièrement. Et tu les aimes, tes cheveux? Oui. Oui, moi, j'aime mes cheveux. Oui. Je fais des couleurs durant l'été. Oui. Et quel rapport Tania entretient avec ses cheveux? Je pense qu'elle est plus fainéante. Je pense qu'elle est plus fainéante, donc elle va plus dans la facilité. Par exemple, ces dernières années qu'elle a commencé à prendre des perruques comme celle-ci ou autre, mais sinon, en général, elle part sur du bouclé, comme ça. Elle a qu'à passer dans l'eau chaude et puis elle met ses produits et ça boucle et voilà. Donc, par exemple, passer le fer, des trucs comme ça. Et est-ce que tu penses que Tania aurait eu autant confiance en elle si elle n'avait pas eu de cheveux? Oui. Oui, je pense que ce n'est pas une question de cheveux. C'est une personnalité, oui. Arrête-moi si je me trompe, mais Tania, elle a différentes wigs, pour ne pas dire beaucoup. Et j'ai l'impression que la wig ou les wigs qu'elle va porter à certaines situations vont déterminer un peu l'attitude qu'elle va avoir. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Au début, je ne voyais pas ça comme ça, mais il y en a qui vont faire un peu plus sévère, il y en a qui vont faire un peu plus tranquille, femme d'affaires, un peu... oui, ça dépend, oui. C'est vrai, je pense que chaque wig, au final, j'ai dit chaque wig une situation. On a pas mal parlé de ta présence sur les réseaux sociaux, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé, réellement abordé, pardon, c'est celui de l'humour et du stand-up. Qu'est-ce que ça fait, en fait, de passer des réseaux sociaux à une scène, en fait? Alors, c'est deux choses totalement différentes parce que, du coup, sur les réseaux, la vidéo, je la tourne chez moi. Je peux recommencer le nombre de fois que j'ai envie, je fais un montage et j'ai le rendu que je veux. Sauf que sur scène, tu arrives, il
faut que tu connaisses ton texte, il faut donc du coup tu as les réactions du public en instantané. Le public peut t'intimider parce qu'ils sont là pour t'attendre. Et alors que sur les réseaux, tu postes une vidéo, tu fermes ton téléphone, tu verras les commentaires après. Alors que là, non, le contact, il est direct. Donc, c'est deux rapports totalement différents. Au début, j'avais du mal. J'avais vraiment beaucoup de mal parce que j'étais beaucoup plus à l'aise derrière une caméra que sur scène comme ça. J'avais un peu... Enfin, le public, on va dire, m'intimidait. Et après, au final, on a commencé à me dire, mais tu sais qu'ils viennent pour retrouver la personne qu'ils ont sur les réseaux et tout. Donc, c'est ton public, ils t'aiment. Donc, fait comme si tu les connaissais, quoi. Parce que eux, ils viennent pour dire, mais en fait, c'est comme si je connais. Donc, voilà. Et c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer sur scène? C'est soit je parlais pas assez fort ou en fait, j'étais pas la personne qu'ils avaient l'habitude de voir sur les réseaux. Parce que le public m'intimidait quand j'arrive, parce qu'il y a les cris, il y a les gens applaudissent et ils m'attendent à un moment donné. Donc il y a ce silence et tous les regards sont braqués sur toi et là c'est pas pareil. Genre j'avais tendance à me lâcher un peu moins que sur une vidéo. Parce que sur la vidéo, par exemple, je sais pas si je dois être agité. On ne sait pas combien de fois j'ai recommencé la vidéo pour avoir la bonne prise. Sauf que là, sur scène, je peux pas recommencer la phrase. Il faut qu'elle sorte et quand elle est sortie, je peux pas revenir dessus. Et tu dois s'installer vraiment dans la voiture. Et qu'est-ce que t'apporte la scène que les réseaux ne font pas finalement? C'est quand même bien de rencontrer sa communauté parce qu'ils sont en face de toi. Après, on va me dire, il y a des meet-up, il y a un truc. Mais justement, comme ils me suivent pour l'humour, pour la création que j'apporte, les rires et tout, c'est quand même bien de pouvoir les avoir en face, d'avoir les rires en instantané. Et qu'est-ce que ça te fait de dire que tu as pu te produire à Paris, en Guyane, aux Antilles? Il me regarde. C'est le petit regard. À un moment donné, le gars vient me voir. Je me suis dit, ben enfin, je pensais qu'on allait attraper un strabisme. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ton parcours? Je suis super fier en tout cas parce que j'aurais jamais pensé pouvoir faire tout ça. Surtout que le spectacle, quand j'ai commencé à le jouer tout de suite après, le Covid est arrivé. Donc, c'était assez compliqué, les salles étaient fermées ou sinon c'était jauge réduite et malgré tout on a réussi à faire des dates et les gens ont toujours répondu présent. Donc du coup c'est super gratifiant, ça montre qu'ils me suivent, qu'ils kiffent vraiment mon travail et surtout après c'est les Antilles, Guyane, Paris, c'est on va dire c'est un peu chez moi. Donc, j'ai joué le Mat-Goya, j'ai déjà été à plusieurs reprises. Mais par exemple, quand j'ai été à La Réunion, un endroit où j'ai jamais été, j'ai pas forcément côtoyé de Réunionnais à la fac ou autre, j'ai pas forcément d'amis réunionnais, de voir jouer mon spectacle là-bas et voir les commentaires, les retours. Quand je suis monté sur scène, les gens m'attendaient. Après, pour la séance photo, tous les cadeaux que j'ai reçus, etc. Là, je me suis dit, ah oui, quand même... Ça, c'est autre chose parce que j'étais jamais allé. Et aller dans l'endroit où tu n'as jamais été, tu ne connais personne et voir comment les gens t'accueillent, c'est fort. C'est fort quand même. On arrive sur la fin de l'interview. Ta coiffure est quasi prête, ce qui me laisse le temps de te poser 3 dernières petites questions. En l'espace de 7 ans, toi, tu as réussi à t'imposer dans le cœur et dans le quotidien de milliers de femmes, antio-guyanaises comme métropolitaines, grâce à ta personnalité et ton humour. Et je voulais savoir, qu'est-ce que ça te fait de savoir que grâce à ton contenu, tu as permis à ces mêmes femmes de prendre confiance en elles et de reprendre un peu le dessus sur leurs relations amoureuses? Ça me fait plaisir déjà dans un premier temps. Et aussi aujourd'hui, je me suis, même s'il y a quand même, l'agence féminine reste majoritaire, on va dire, dans mes abonnés. Mais aujourd'hui, je suis plus dans une démarche où la confiance en soi, c'est pour tout le monde, d'accord? Donc, pas forcément pour les femmes et tout, mais bon, comme j'ai un public spécialement féminin, mais c'est vraiment pour tout le monde et de ne pas se laisser avoir parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être dans une relation toxique, tout le monde peut tomber sur un pervers narcissique, ça peut être au boulot, ça peut être dans la famille, ça peut être dans ta relation amoureuse, ça peut être dans les amitiés. Donc, c'est surtout de se protéger et je trouvais que les gens n'investissaient pas assez en eux. Les gens
on prend beaucoup de temps pour les autres, on rend service, on est souvent disponible pour les autres, mais pour nous, on ne fait pas assez d'efforts pour nous. Et de voir que certaines personnes se sont sorties de certaines situations grâce à moi, grâce à mes vidéos, ou que j'aide, ou je sais pas, certaines personnes passent par des moments difficiles et ne serait-ce que regarder une vidéo de moi le soir leur apporte un peu de joie, moi, ça me fait plaisir. Tu as réussi à t'imposer sur tous les réseaux sociaux confondus, sur scène, que ce soit en métropole ou aux Antilles-Guyane, et même à La Réunion, comme vient de le dire. À quoi t'aspires pour la suite? Beaucoup de gens me posent cette question, mais je n'ai pas forcément la réponse. Je sais que j'ai pas mal de projets. Et puis en général, on a tendance à souvent demander aux influenceurs ou humoristes « et après ?» Et après, et après, et parce que justement, soit on va s'essouffler, soit ça va s'arrêter ou autre. Moi, j'ai pas forcément de réponse. C'est juste que j'ai pas mal de projets que je vais essayer d'aller jusqu'au bout, quoi, pour voir. Mais après, bon, je vais saisir certaines opportunités. J'ai envie de vivre, un peu toucher un peu à tout, élargir encore plus ma communauté. Donc, je vais bosser pour ça, améliorer encore plus le personnage. Mais voilà, j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc, pour l'instant, je suis en pleine réflexion. Donc, on ne peut pas espérer te voir au cinéma. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand je dis que j'ai envie de toucher à autre chose, je pense à ça, par exemple. Je pense à ça, je pense à un court-métrage. Voilà, parce que j'aime vraiment le format digital. Et en plus, c'est là que c'est d'Internet que je suis né, on va dire. Donc, voilà. Mais je suis en pleine réflexion en ce moment, sur pas mal de choses. La dernière question, c'est celle que je pose à tous nos invités. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et pour nous qui te suivons, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans 10 ans, moi j'ai déjà dit que je ne vais pas travailler toute ma vie, ça c'est sûr. Donc j'espère que je ne serai plus en train de travailler. Enfin, je serai vers la fin vraiment accomplir des choses pour pouvoir vivre, être un peu plus libéré. Voilà. Parce que par exemple, aujourd'hui, je peux enchaîner pas mal de choses sur une semaine et dans 10 ans, je ne veux pas devoir enchaîner toutes ces choses. Je vais me dire, punaise, il faut que je bosse encore. Non, que je sois un peu plus peace, en train de voyager, parcourir le monde et tout, que j'aurai déjà accompli pas mal de choses. En tout cas, je me le souhaite. Et ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de la santé. Parce que justement, je me suis donné certains objectifs et je pense que pour ça, il faut vraiment que j'ai de la santé parce qu'il faudra de l'énergie pour tout ça. Comment on dit merci en Brésil? Enfin, au portugais? En portugais. Obrigado. Obrigado, Cleveland, du coup. De nada.